Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais dans cette vidéo, donc préalablement vous pouvez me joindre donc au 07 70 01 32 65. Vous avez un lien en dessous sur Doctolib, donc puisque je fais tout le long du confinement eh bien, des téléconsultations. Voilà, alors je voudrais aborder dans cette idée du déconfinement quelque chose qui revient en tout cas par les téléconsultations que je mène. Peut-on vraiment reprendre un travail, reprendre une vie normale? Sous quelles conditions? Comment est-ce que la situation va finalement impacter notre propre vie? De quelle manière les choses vont se mettre en place? Quelles sont les garanties que l'on peut apporter? Enfin voilà, donc c'est quand même un panel de questions assez importantes qui reviennent régulièrement. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce confinement inédit, je le répète, eh bien, est un vrai traumatisme pour la majorité des gens. Brutalement, on s'est trouvé confronté en fait à quelque chose de très petit, un virus dont on ignore à peu près tout, mais on a vécu antérieurement à cette affaire dans l'idée que le monde tel qu'il est construit apportait toutes les réponses de manière quasi immédiate. C'est un peu symbolique aussi de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où l'information de la minute d'avant est déjà caduque depuis longtemps. La raison pour laquelle il faut vraiment faire extrêmement attention, je pense, aux personnes, c'est que certains d'entre nous et d'entre vous aussi pourront décompenser. La décompensation va se faire de manière peut-être assez discrète au départ. Néanmoins, d'ores et déjà, il y a des personnes qui travaillent, qui continuent, malgré le confinement, eh bien, à assurer des tâches minimales pour que la société continue à fonctionner. Et certaines parlent déjà de leur angoisse, donc pendant cette période de crise. Voilà. Alors concrètement, comment, lorsque l'on aura vécu pendant presque 2 mois dans un confinement, accepter de vivre de nouveau par tranche si on est absolument convaincu qu'il y a une cabale étatique ou bien qu'il y a une sorte de théorie du complot qui s'est mise en place. Moi, je crois qu'au travers tout ce travail que je fais donc d'analyse, je peux être convaincu que pour en tout cas une grande cause, l'État joue son rôle, à mon sens. Donc, il a protégé d'abord ses citoyens avant de penser en fait à l'économie. Donc, du coup, ça a effectivement créé, tout le monde le sait, des problèmes d'une autre nature. Mais paradoxalement, on a très peu abordé les effets psychiques en fait du confinement. Alors, tous les jours, on a effectivement à la télévision des informations sur l'évolution du nombre de morts. Maintenant, enfin, depuis très peu de temps, on voit qu'il y a aussi les personnes guéries qui sortent de réanimation, qui sortent de l'hôpital, donc qui sont elles-mêmes confinées à ce moment-là en quarantaine dans un hôtel. Donc je me pose la question de savoir comment toutes ces personnes vont en fait gérer cette liberté qui ressemblera plus à mon sens à une semi-liberté avec une surveillance. Donc déjà au travers le regard, je pense qu'avant l'apparition du Covid, dans les premières semaines en tout cas de l'apparition du Covid en France, eh bien, on a vu déjà dans les transports en commun, donc ça, là je vais parler de Paris, des personnes qui se regardent un petit peu bizarrement avec un état de suspicion. On a vu qu'il y a aussi des ostracismes raciaux, puisqu'on a décidé que c'était en fait essentiellement la population asiatique qui était responsable de cette épidémie. Donc du coup, eh ben, on a finalement, dès qu'un asiatique se mettait à côté, eh bien, il y avait cette espèce de regard anxiogène. Mais durant ce confinement, ce que l'on n'a pas traité, et ça je le regrette, c'est la partie de tout le questionnement que les gens peuvent avoir sur eux-mêmes face à quelque chose de terrible, c'est-à-dire une maladie. Imaginez que cette maladie, en fait, ne touche pas qu'un État, elle touche 180 pays ou plus. Donc ça veut dire que tout le monde est vraiment concerné par ça. C'est vrai que nous, dans nos pays, on a la chance d'avoir la possibilité de parler de ces angoisses, mais d'une certaine façon, moi, ce que j'aurais abordé, c'est l'individu face à cette nouveauté, parce qu'on oublie peut-être de le dire, mais c'est une nouveauté qui va arriver. Pour les générations, on va dire, certaines générations, ça va être la possibilité de sortir enfin dehors, de pouvoir faire des choses, mais en même temps, la fermeture de tout un tas de lieux, ce qui paraît logique puisque ça n'est pas possible pour le moment, donc, mais qui sont des lieux sociabilisants, les restaurants, les hôtels, faire des voyages, donc toutes ces choses qui finalement enrichissaient les individus, leur procuraient une certaine forme de bien-être.
là, dans ce questionnement que je suis en train de me poser, c'est est-ce que l'État va mettre en place, est-ce que les gens, pardon, plutôt que l'État, puisque là ça concerne vraiment l'individu et pas le groupe, la collectivité, mais est-ce que individuellement, quelles vont être les réactions? Comment est-ce qu'on va réagir à cette liberté, cette pseudo-liberté qui va être certainement absolument plus du tout celle qu'on a connue avant cette période? Et en même temps, comment va-t-on faire face aussi à ses propres peurs? Comme je l'ai dit, ce confinement a vraiment généré des peurs. Et ces peurs, les gens n'en ont pas forcément parlé pour deux raisons. Imaginons une personne célibataire. Elle a du mal à parler avec elle-même. Bon, elle peut le faire par téléphone, donc elle va aborder cette situation, peut-être avec des amis, par téléphone. Néanmoins, une fois que le téléphone est raccroché, et ça je le confirme, je l'ai testé in vivo, on va dire, dans mes téléconsultations, eh bien, il y a des perturbations du sommeil, du rythme du sommeil. Tout est complètement blackboulé. C'est absolument, pour beaucoup, inédit. Vous allez avoir, par exemple, un individu qui va être habitué par son célibat à aller dehors, brutalement il se retrouve coincé chez lui, on lui redonne la possibilité de sortir, mais en même temps on ne lui garantit pas que le virus ne reviendra pas, et c'est cette fameuse seconde vague dont on parle. Pour les personnes qui sont confinées en famille, le problème est tout aussi important. En général, les parents essayent et font leur maximum pour rassurer leurs enfants. L'un des deux parents travaille, donc c'est un peu compliqué d'arriver à trouver un équilibre entre tout ça, mais visiblement, pour certains en tout cas, cet équilibre a marché. Néanmoins, pour les couples, on en a entendu parler, il y a eu des violences qui se sont mises en place parce que le confinement, c'est un agrégat d'individus qui ne sont pas forcément canalisés, qui ne peuvent pas canaliser leurs angoisses, et leurs angoisses ressortent. Et j'ai été même étonné d'apprendre pour certains cas que des personnes qui n'avaient jamais été violentes, ni verbalement, ni physiquement, eh bien, le sont devenues à cause justement de ce confinement. Donc il me paraîtrait vraiment important de bien comprendre que ce déconfinement, à mon sens, il est, oui bien sûr, il faut reprendre sa vie d'avant, en tout cas la reprendre le mieux possible, retrouver son travail, reprendre ses habitudes professionnelles, retrouver ses amis, etc. Mais en même temps, il va falloir, parce que ce qu'on a vécu est un traumatisme, il va falloir être capable de parler de ce traumatisme, ce que l'on a vécu au travers de ce traumatisme, le ressenti que l'on a eu de cette, finalement de cette pandémie. Apprendre aussi à accepter que tant qu'on n'aura pas trouvé un traitement efficace, eh bien, cette pandémie peut revenir. Donc tout ça crée quand même vraiment un élément anxiogène pour beaucoup, et cela peut même empêcher, je pense, certaines personnes de pouvoir continuer à avancer de manière libre, dans leur rapport avec les autres, mais dans leur rapport aussi avec elles-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment important de bien comprendre que les enjeux ne sont pas seulement des enjeux d'ordre collectif, mais ils sont aussi d'ordre individuel. Et moi je me pose la question de savoir comment, en étant par exemple rassurés d'une certaine façon, eh bien les gens, à force d'être rassurés, finissent pas par entendre au contraire une grande inquiétude. Ça aussi c'est pareil, c'est comme je l'ai dit, la théorie du complot. Voilà, moi je ne suis pas du tout un adepte de la théorie du complot, loin s'en faut, j'essaye d'être très pragmatique quand on me dit quelque chose, à partir du moment où c'est dit en plus par l'autorité donc de l'État, pour moi c'est relativement vrai. Bon, après il peut y avoir des disparités, enfin il peut y avoir des zones de confort, etc., plus ou moins importantes, mais en tout cas je pense que derrière ces obligations, il y a aussi des médecins. Et aussi, ce qui ressort dans les angoisses, là, je pense à quelqu'un qui m'écoute sûrement, donc à Catherine. Par exemple, quel a été son vécu lorsqu'elle a été confinée et qu'est-ce qu'elle a dû mettre en place comme geste jusqu'à donc nettoyer les bouteilles d'eau, nettoyer les chaussures, etc. Donc faire attention finalement à tout ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire attention avant, tout en étant habituée quand même à un minimum d'hygiène, heureusement. Donc tout ça génère de l'angoisse, c'est-à-dire que sortir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand maximum, eh bien, c'est se mettre en situation de danger. Tel que c'est présenté aujourd'hui, c'est se mettre en situation de danger. Et ça, je crois que la décompensation, à mon sens, elle est encore à venir. Elle n'a pas montré son nez.
et je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment va-t-on écouter, aider les gens pour leur permettre de parler de toutes ces sensations qu'ils auront vécues et toutes ces sensations nouvelles qu'ils vont devoir affronter. Comment est-ce qu'ils vont faire pour retrouver une vie sociale normale tant que l'ombre de ce virus que l'on ne connaît pas finalement, eh bien, planera et que aux informations, dans la rue, au bureau, etc., on parlera de cette deuxième vague. C'est un peu comme si on attendait une sorte d'apocalypse. Alors, c'est drôle pour ceux qui sont finalement sujets à ce genre de pratiques, hein, comme dans les films de science-fiction, mais c'est beaucoup moins drôle pour des personnes plus sensibles. Hein. Voilà, donc comment les personnes vont réapprendre à vivre. Et donc il y a des conseils à donner. Déjà, être capable de bien surveiller son biorhythme, d'être capable d'accepter qu'on peut avoir des angoisses en allant au bureau, et il serait peut-être bon dans les entreprises qu'il y ait vraiment une structure qui permette aux gens, lorsqu'ils viennent dans cette entreprise, eh bien, de pouvoir prendre de la distance pour pouvoir parler de leurs angoisses. Parce que ce qui se passe avec ce virus, c'est que chacun est un danger potentiel pour l'autre. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué, il va y avoir des choses nouvelles à mettre en place. Néanmoins, ce changement, je pense qu'il aura quelque chose de positif, c'est qu'il nous aura appris qu'on n'est pas tout puissant face à Mère Nature, comme je dis, et qu'à un moment ou à un autre, eh bien, la nature nous rappellera à l'ordre, et que les fondations même de nos sociétés eh bien, vont être amenées à évoluer, mais que la société, si elle est collective, elle est aussi individuelle. Voilà. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. J'attends vos commentaires. Ciao.